Bonjour à tous, Bonjour à toutes et à tous. bienvenue dans cette première table ronde consacrée aux évolutions de la formation professionnelle en 2023 et au-delà. Merci encore pour votre fidélité. Donc une table ronde qui sera consacrée à 2023 mais aussi aux perspectives. On va aller au-delà de 2023. Donc l'idée pour nous, c'est effectivement revenir sur les annonces de la ministre hier. On va essayer d'aller un peu plus loin, je dirais, sur les champs techniques. Donc comme vous le savez, 2004, 2009, 2014, 2018, 2023, il y aura un véhicule législatif, Jean-Philippe. Eh oui, il ne nous a pas échappé que nous sommes à la veille du 5e anniversaire de la loi de 2018 et il nous a semblé frappant qu'à la veille de ce 5e anniversaire, à nouveau, des ajustements, des changements, peut-être une petite réforme serait en préparation. Alors justement, petite réforme ou une réforme plus structurelle, hein, c'est toute la question qu'on va se poser aujourd'hui. L'idée, c'est dans un premier temps s'attarder sur ces ajustements, donc sur le plan, je dirais, stratégique. Est-ce que effectivement on va toucher à la question, je dirais, des acteurs? Est-ce que ça va plutôt impacter les dispositifs? Donc c'est ce qu'on verra au cours de la première table ronde, où on va être sur le Big Bang et en même temps les ajustements. La deuxième table ronde sera beaucoup plus opérationnelle puisqu'on sera plutôt sur les questions, je dirais, de régulation. Et là, on va plutôt parler à la fois de ce qui s'est fait en 2022, puisque on parle d'ajustements, mais les ajustements ont déjà commencé en quelque sorte avec un certain nombre, je dirais, de dispositions. La loi travail, donc qui réforme la VAE. On a eu aussi la loi antifraude, un CPF, la loi sur la loi de finances 2023 sur le reste à charge. Donc tout ça, on va effectivement essayer d'en parler, puisqu'il y a aussi des décrets d'application qui sont attendus au cours de l'année 2020. Et on terminera par une séquence sur France 2030, un programme d'investissement sur lequel il faut attirer votre attention car il y a des opportunités pour vous. Sans plus tarder, on lance le jingle pour la première séquence. Nous en sommes tous parfaitement conscients. Des transformations importantes doivent être menées dès maintenant pour arriver à la neutralité carbone d'ici 2050. Mais qu'est-ce que la neutralité carbone ? C'est tout simplement capter autant de CO2 que nous en émettons. Alors ça, c'est les aléas du direct. C'est ça. Pas le jingle. Hein, pas le beau jingle, c'est pas très grave. Voilà. Petit jingle. On va peut-être tout de suite inviter les intervenants de la première séquence. Donc, Madame Linda de Bernardi, conseillère développement des parcours et transition professionnelle au ministère délégué chargé de l'enseignement et de la formation professionnelle. Linda, voilà, parfait. Yvan Ricordo, secrétaire national en charge de la formation à la CFDT. Éric Chevet, vice-président de la CPME en charge des affaires sociales. Max Roche, président de la commission éducation, formation, compétences du MEDEF. Et enfin, Angeline Barr, secrétaire confédérale en charge de la formation professionnelle à la CGT. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir accepté donc notre invitation. Comme je disais tout à l'heure, on va revenir un petit peu sur les annonces qui ont été faites hier par la ministre Carole Grandjean. Et je vais commencer. Ah, vous m'entendez pas, c'est ça? D'accord, vous n'avez pas de retour? Alors je vais me rapprocher, ça va être beaucoup plus simple. Donc je vais mettre à côté de Linda de Bernardi. Linda de Bernardi, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. L'idée pour nous, c'est effectivement de revenir sur cette feuille de route qui a été détaillée hier par la ministre. Et la première question est une question assez simple. Pourquoi une nouvelle loi? Pourquoi un nouveau véhicule législatif puisqu'effectivement, on a eu une loi en 2018, on a parlé de Big Bang, et la question c'est, quel bilan vous faites de cette loi de 2018 pour en arriver à ces ajustements qui vont passer par un véhicule législatif, donc forcément qui vont impacter les acteurs, l'écosystème qui sont là. Alors bonjour à toutes et tous. Alors pourquoi une loi? Parce que des lois dans la forme pro, on a l'habitude d'en faire
j'ai envie de dire, un petit peu régulièrement, mais aussi parce que dans le domaine, on a beaucoup de choses qui relèvent du niveau législatif. Premièrement, un certain nombre de choses du niveau réglementaire qui relèvent du niveau législatif. Alors, faire une loi, ce n'est pas à chaque fois tout transformer. Vous venez de le dire, et c'est la question qu'on peut se poser. Quel bilan de la loi de 2018? Alors, ce bilan, on l'a fait, tout le monde l'a fait. Les partenaires sociaux l'ont fait, soit dans la CNIL, soit à part. Les parlementaires l'ont fait, la Cour des comptes l'a fait aussi. Voilà. Et il y a des constats qui sont un peu partagés par beaucoup de monde, dans un sens ou dans un autre, encore une fois, mais il y a des grands constats qui sont partagés par tous. Il y a des réussites, et ces réussites, elles sont indéniables. Et elles soclent ce qui a été fait en 2018. Donc, rapidement, les succès de l'apprentissage, du compte personnel de formation, donc des succès qui sont quantitatifs, mais pas que, de choses. Je dirais que sur l'apprentissage, on parle souvent du chiffre, et vous savez qu'on a l'ambition d'aller encore plus loin et qu'on va se donner les moyens de consolider, d'aller encore plus loin. C'est aussi le changement culturel. Il est impressionnant. Vous regardez autour de vous, vous échangez autour de vous, on ne parle plus de l'apprentissage comme il y a 5 ans. C'est très net. Et pour nous, c'est un levier, parce que c'est un levier d'une nouvelle vision sur la voie professionnelle en général, et sur la place de cette voie à côté de la voie générale, de la voie technologique. Et ça, c'est fondateur pour nous, pour arrêter une dynamique depuis à peu près, on va dire, une 30aine d'années, et ce regard sur la voie professionnelle, et on en a besoin pour faire cette autre réforme qui est fondamentale sur la voie pro, c'est celle du lycée professionnel. Et on a la même ambition pour ces jeunes de réussite, d'insertion dans l'emploi, de sécurisation des parcours. Et bien sûr, on ne mésestime pas les difficultés de cette réforme, mais on a la même ambition pour eux. Donc, changement culturel important sur l'apprentissage. Le CPF, c'est la même chose. Il y a quelques années encore, dans l'idée même d'accéder à la formation, c'était pas si évident que ça. C'était un peu toujours les mêmes, un peu partout, dans les mêmes entreprises, enfin, voilà, moins dans les plus petites, beaucoup dans les plus grandes, pas les mêmes personnes, pas les mêmes catégories sociales. Et ça aussi, c'est un changement. Ça a remis quand même dans la tête des Français l'idée que la formation, c'est pour moi aussi, la formation c'est possible et la formation c'est facile. Et ça, c'est des changements culturels qui sont importants. Donc il y avait vraiment des fondamentaux et ils sont à conserver, ils sont à maintenir. Ça, c'est la première chose dont je veux parler. Autre bilan qui est très positif, c'est la transformation des acteurs. Cette transformation, on n'en parle pas souvent. J'en citerai 3. France Compétences. France Compétences, nouvel établissement public qui est créé, qui très rapidement se met en ordre de marche, très rapidement fait le premier exercice de détermination des niveaux de prise en charge, assure le financement, enfin, permet en fait la prise en charge des contrats d'apprentissage, met en place les marchés du CEP, bref, très rapidement. Deuxième opérateur, et justement on n'en a pas parlé suffisamment souvent, le Conseil en évolution professionnelle, revisité aussi. Voilà. Nouveau service public, gratuit, déployé un peu partout en France, une montée en puissance croissante, alors un enjeu de notoriété, on le sait, et une transformation qui là aussi est réussie. Et puis, autre opérateur, mais majeur en fait dans le système, les OPCO. On n'en parle pas assez des OPCO, mais d'OPCA à OPCO, ce qui s'est passé, c'est majeur aussi. Et pour certains OPCO, on sait aussi ce qu'a signifié tout ce travail de rapprochement des anciens OPCA, y compris, on ne mésestime pas tout ce que ça a supposé de transformation RH, d'accompagnement RH, du changement et tout ce qui va bien. Et ces nouvelles missions qui leur ont été confiées. Donc, des fondamentaux de 2018 qui sont véritablement pour nous solides. Et une réforme qui continue à se déployer encore. En 2022, je rappelle que c'est la première année du transfert de la collecte aux URSSAF. Donc, en fait, on parachève tout le système tel qu'il a été pensé. Et en parallèle aussi, des échéances extrêmement importantes. Je m'arrêterai bientôt, mais l'écosystème de la formation lui-même a dû évoluer en parallèle. Je pense à Calliope, je pense au renouvellement du répertoire spécifique, je pense à ce qu'on a demandé aussi à tous, finalement, aux acteurs et aux organismes de formation eux-mêmes en termes de transformation et d'évolution sur toute cette période. Voilà où on en est en fait 5 ans après. Donc si je comprends bien, les acquis de 2018, on n'y touche pas. 2018, c'était la transformation des acteurs, France Compétences, opérateurs de compétences, opérateurs de CEP. Ces acteurs-là
constitue le socle à partir duquel vous allez envisager une réforme qui va plutôt toucher les dispositifs. Et parmi ces dispositifs, on a parlé des transitions professionnelles. Tout à fait. Et ça, il y a eu une phrase hier, assez intéressante, de la ministre, qui a dit la chose suivante, on va faire un diagnostic de tous les dispositifs de transition professionnelle. Alors je rappelle, les dispositifs de transition professionnelle, il y en a un paquet, congé mobilité, projet de transition professionnelle, Transco, PROA, contrat de professionnalisation, qui permet aussi de changer de métier. L'idée, c'est de faire le diagnostic, et la ministre a dit, on va diagnostiquer, mais éventuellement, en fonction du diagnostic, en supprimer. Et là, la question, quel est le dispositif qui sera supprimé? C'est la question récurrente depuis les annonces qui ont été faites. Donc, je vous pose la question très simplement, puisque ce sont des questions qu'on nous pose à Centre Info, donc je ne fais que le relais, je dirais, des questions des acteurs de la formation. Est-ce qu'il y a un dispositif qui est visé? Fouzi, avant les aléas du direct, Linda et peut-être les autres intervenants, je vous invite à coller le micro sur le menton pour que le son passe bien dans les enceintes. Merci Jean. Aucun n'est visé en particulier. Sinon, ce n'est pas la peine de faire un diagnostic. Ce n'est pas la peine de concerter, puisque de toute façon, on va faire un état des lieux avec les partenaires sociaux. Alors, dans la contribution paritaire qu'ils nous ont remise au mois de décembre dernier, ils sont eux aussi demandeurs de mettre en place un cadre qui soit lisible, simple, harmonisé, unifié. Donc je pense qu'on partage ce besoin en fait de remettre à plat tous ces dispositifs ensemble. Alors, sans concession, de regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas. Voilà. Donc il n'y en a pas un en particulier qui est visé. Quel est l'objectif dans tout ça? On parle sans cesse là de transition accélérée, des défis à relever, d'accompagnement. On parle de risques, on parle de, on peut avoir quand même un climat un peu anxiogène en fait par rapport à toutes ces mutations et à voir comment on s'en sort. Donc comment on s'en sort aujourd'hui? Si on regarde tout ce que vous venez de citer, je suis un salarié, je veux faire une reconversion hors dehors de mon entreprise. Oui, un PTP. Déjà, en soi, je suis une entreprise, PROA, Transco, c'est un peu, voilà. Et c'est pas tant la question, encore une fois, des acteurs. Là, je pense que c'est vraiment une question des dispositifs qui s'empilent, qui mettent, c'est vrai, toujours un temps d'appropriation, mais la question aussi qu'il faut qu'on se pose, c'est que, oui, on a créé des nouveaux dispositifs, mais peut-être qu'il faut justement pas s'interdire de revoir ce qu'ils donnent, tous en fait, autant qu'ils sont, mais y compris les plus récents, c'est pas parce qu'ils sont plus récents qu'il faut les faire perdurer. En fait, on est dans une période d'accélération à tous les niveaux, et peut-être qu'il vaut mieux qu'on regarde d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on a parlé du contrat de pro, des dispositifs qui sont déjà connus, qui sont déjà maîtrisés, mais qu'on peut faire évoluer pour les assouplir, pour aller là où on veut aller. Alors c'est intéressant, puisque pas de dispositif visé concernant la suppression, mais un dispositif visé dans, je dirais, le déploiement, c'est le contrat de professionnalisation. Par exemple. Donc la ministre a dit très clairement, pas de fusion entre le contrat de pro et le contrat d'apprentissage. On a tous pensé que c'était un peu la suite logique au regard des convergences qu'il y a eu en 2018. Là, vous dites, il n'y aura pas de fusion entre les deux contrats. Absolument pas. C'est absolument pas notre point de vue. Ces deux contrats ont des finalités distinctes et doivent garder des finalités distinctes. Après, c'est un cadrage, en fait, c'est un cadrage global qu'il faudra avoir. La boussole, c'est ça. Je suis une entreprise, je ne dois pas être confrontée à 50 dispositifs, 50 interlocuteurs, et j'ai quel accompagnement. Et encore plus pour le salarié. C'est ça l'enjeu, en fait, demain. C'est ça l'enjeu des transitions. Donc simplification. Simplification. Contrat de professionnalisation qui peut aussi être des dispositifs de reconversion. Et encore une fois, tout sera soumis à discussion. Parce que c'est un état des lieux qui doit être partagé. Et notamment parce qu'on est dans cette fameuse approche utilisateur. Donc on a besoin que les partenaires sociaux aussi convergent sur ce qui est préférable pour un salarié quand il doit faire une reconversion en dehors de l'entreprise ou dans l'entreprise. Et bien sûr, quel levier pour l'entreprise aussi quand elle doit accompagner un salarié dans une reconversion parce qu'elle est confrontée aux mutations ou qu'elle a des enjeux même d'évolution, d'adaptation, de monter même en compétence dans l'entreprise. Et en termes d'orientation concernant les financements, est-ce qu'il y a déjà une architecture financière
qui est visé parce non, que tout simplement... Non, pas ce stade. En fait, oui. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Voilà, en fait, on n'a pas non plus un schéma qui est prédéfini. Je pense que, par contre, le fait de se dire même qu'on remet tout sur la table oui. et qu'on regarde tout sans concession, ensemble, qu'on regarde justement de manière globale. Hein, c'est vrai que l'idée, c'est peut-être pas de faire... Mais après, là encore, ce sera à voir avec la discussion. Est-ce qu'on est-ce qu'on veut... Et ça sera un choix. Est-ce qu'on veut juste ajuster proie, ajuster transco, voilà. On le posera sur la table. Ouais. Alors là, on vient de parler de transition professionnelle, on reviendra tout à l'heure avec les partenaires sociaux et notamment sur la contribution paritaire donc, qui a été signée par 5 organisations sur 8. On donnera aussi la parole donc, à la CGT, donc, en tant qu'organisation non signataire. Au-delà justement des transitions professionnelles concernant ce véhicule législatif, il y a d'autres sujets, le sujet des certifications notamment, et il y a aussi l'apprentissage, la question, je dirais, du déficit qui est posée. Alors, on a bien compris que le message est très clair aujourd'hui, c'est consolider la dynamique de l'apprentissage. Cette consolidation se fera à moyens constants, avec plus de moyens. Est-ce que c'est des choses qui seront aussi donc, en discussion, donc en termes de périmètre, donc bien évidemment la concertation avec les partenaires sociaux. Donc là, concrètement, quel est le message, justement, par rapport à l'apprentissage? Alors, en fait, le message... Alors, sur l'apprentissage, le message, il me semble que la ministre l'a rappelé hier dans son discours, dans le changement d'approche, et c'est vraiment un message que peut-être tout le monde n'a pas encore bien saisi. Et ça met en lien le sujet global du financement pour France Compétences. Il faut qu'on reprenne 3 mesures cette année, en fait, 3 mesures importantes. La première, c'est que pour la première fois, l'État intervient dans le budget via une subvention votée en loi de finances initiale. On n'est pas en loi de finances rectificative. On ne vient pas corriger les effets. On vient soutenir la politique de l'apprentissage. On est proactif. Donc l'État marque le fait que, oui, il vient financer de la formation initiale aussi à côté des entreprises. Premièrement. Deuxièmement, dans le budget, il faut noter la stabilisation des dépenses du CPF. On parle beaucoup du CPF en bien en mal. Il faut aussi souligner qu'aujourd'hui, on a un dispositif qui est arrivé à maturité. Certes, qu'on doit continuer à bien orienter au niveau des usages pour s'assurer que c'est un vrai plus dans le parcours des actifs, que ça sert les besoins de l'économie. Et la dépense, et à travers toutes les mesures de régulation qu'on a mises en place, sur 2022, elle a été maîtrisée par rapport à la trajectoire entre 2020, 2021, 2022, stabilisation des dépenses. C'est important. Troisième chose, sur le sujet du financement, et aussi la place, le rôle que l'État entend jouer, c'est le financement du PIC en 2023. L'État a entendu la demande des partenaires sociaux sur le montant du fonds de concours qui était versé à France Compétences, et l'État est revenu en fait à proposer un étiage qui était celui qui correspondait à ce qu'on avait avant la loi de 2018, en divisant par 2 finalement le fonds du montant de concours, mais n'a pas baissé son investissement dans le financement de la formation des demandeurs d'emploi en compensant sur le budget de l'État ce que France Compétences, dans son budget, ne donnait pas. Donc là, voilà. On consolide et c'est assumé dans une logique proactive. C'est ça. Là, aujourd'hui, on raisonne plutôt en termes de loi de finances. On n'est plus en finances rectificative. On assume venir en soutien d'une politique dans laquelle on croit, une politique qui marche. Le taux d'emploi des jeunes, l'apprentissage a des taux d'insertion dans l'emploi qui sont très bons aussi. Alors, on a bien en tête, et la ministre l'a redit aussi, les enjeux de qualité et tout ce qu'on met en œuvre, et ce qu'on va mettre en œuvre sur ce sujet-là. Mais le taux d'emploi des jeunes est quasiment plus haut, depuis 20 ans. Voilà. Et l'apprentissage y contribue. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, Linda de Bernardi. L'idée, c'est justement voir un petit peu les réactions à ce qui a été dit avec les partenaires sociaux. On le relève. Donc, nous avons convié les partenaires sociaux qui sont rentrés dans un processus de concertation avec l'État depuis plusieurs mois maintenant et qui, à la fin de l'année dernière, ont remis donc à la ministre un document qui n'a pas été signé par toutes les organisations syndicales. Et je vais me tourner tout d'abord vers 3 organisations syndicales qui ont
signer cette contribution des partenaires sociaux. Je vais m'adresser à Max Roche en premier et lui demander quelles sont celles qu'il souhaiterait mettre en avant devant cet auditoire de l'Université d'Hiver. Monsieur Roche, je vous donne la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je souhaiterais remettre ce travail dans son contexte. Il s'agit donc de quasiment 2 années de travail qui ont abouti d'une part à un ACNI, puis ensuite donc aux 17 propositions qui ont été transmises au ministre en décembre. Et pour structurer ce travail, en fait, nous avons travaillé sur 4 grands enjeux qui ont structuré toute cette phase de concertation. Le premier enjeu, c'est l'incitation, ce qui est fondamental, vous le retrouverez dans tout le schéma, l'incitation au dialogue social dans l'entreprise et dans les branches autour de ce qu'est de ce que sont les compétences dans l'entreprise, que ce soit donc acquises par ce qui bénéficie aux salariés ou bénéficie à l'entreprise. Le deuxième thème très important qui est lié à celui-ci, c'est en fait l'assistance, l'appui donné aux entreprises pour réaliser donc ce dialogue et élaborer donc leur plan de développement des compétences, que toutes les entreprises n'ont pas les moyens à l'intérieur d'elles-mêmes, en interne, pour faire cela. Le troisième point, c'est assurer donc une soutenabilité financière du dispositif, parce qu'évidemment, sans elle, il n'y aura pas on n'aura pas la pérennité donc du dispositif de formation professionnelle. Ça, c'est très important, tout en assurant bien sûr le maintien de la qualité. Et enfin, le quatrième point, c'est qui est un outil absolument nécessaire pour les 3 autres, pour ça que tout est lié, c'est le fait qu'on puisse avoir une gouvernance améliorée, impliquant et intégrant l'ensemble des partenaires à un niveau satisfaisant, ce qui est aujourd'hui loin d'être le cas. Donc, à partir de là, pour le MEDEF, nous dégageons 4 grandes propositions structurées autour donc de 4 thèmes. L'une, c'est le CEP, l'autre, c'est donc les plans de formation professionnelle, le troisième, c'est la transition professionnelle, et le quatrième, c'est le diptyque gouvernance et maîtrise du financement. Pour le premier, donc le CEP, en fait, il s'agit donc dans les modifications qui ont été mises en œuvre par la loi et qu'on vient de mettre en œuvre maintenant, il s'agit en fait de construire au sein de l'entreprise un CEP qui, même si c'est une décision individuelle du salarié, s'inscrit dans des objectifs collectifs de l'entreprise partagés au sein donc d'un dialogue social bien compris. Donc ça veut dire que 3 des propositions sont articulées autour de ça. Il s'agit donc d'orienter vraiment le CEP autour donc du besoin de l'entreprise, mais aussi du besoin du salarié pour construire sa propre employabilité et la durabilité de son emploi. Bon, le deuxième, donc, c'est donc les plans de développement des compétences. Ça tourne autour de l'idée que en fait, la véritable richesse des entreprises, en fait, c'est les compétences de ses salariés. En fait, elles le savent, ça. Et donc, il s'agit pour elles donc d'assurer donc le maintien, le développement et l'évolution donc de cette richesse qu'ils ont le savoir-faire et donc la compétence de leurs salariés. Eh bien ça se fait à travers le travail donc des OPCO et de tous les dispositifs qui ont été mis en œuvre et qu'il faut poursuivre et sur lesquels il faut donc professionnaliser le travail des OPCO notamment. Le troisième point, donc les transitions professionnelles, Linda en a parlé, les transitions professionnelles c'est un vaste sujet, à la fois intra-branche, intra-métier, où en fait il s'agit donc de tenir compte donc des transitions bien connues, mais peut-être d'autres demain. Aujourd'hui on parle du numérique, de l'énergie et donc de l'environnement, mais peut-être que d'autres viendront devant nous et il faudra s'y adapter. Et il s'agit donc d'aider l'entreprise et d'aider les salariés à s'adapter, mais aussi l'autre point à l'intérieur de l'entreprise, c'est d'aider les salariés, de permettre aux salariés, dans le cadre de leur évolution professionnelle, de la prise d'âge, c'est un sujet à la mode en ce moment, donc de pouvoir évoluer dans leur métier et de pouvoir donc continuer à être employés et donc au bénéfice de leur entreprise. Ça, c'est le domaine à l'intérieur d'un métier. Donc dans l'interpro, eh bien, il s'agit donc d'assurer, comme c'est nécessaire et comme on le fait, mais qu'il faut continuer à le faire,
Il s'agit d'assurer donc le passage donc des métiers en baisse d'activité vers les métiers en développement d'activité et en s'efforçant d'être cohérent avec les souhaits des entreprises, des salariés. Le troisième point, donc le troisième thème avant-dernier, donc c'est la gouvernance. C'est le dernier, c'est le quatrième. C'est la gouvernance et donc la maîtrise donc des financements. Bon, là aussi, les deux sont liés. Il s'agit vraiment, tout en maintenant la qualité, en améliorant même la qualité, d'assurer la soutenabilité. Et ça se passe nécessairement par une évolution de la gouvernance et une application beaucoup plus forte des acteurs quand même essentiels de la formation professionnelle, que sont les entreprises et les salariés. Et maintenant, me tourner vers M. Cordeau concernant la CFDT. Sur ce panorama déjà que vient de brosser M. Roche, quelle serait la proposition ou les propositions peut-être que vous metteriez en avant pour faire avancer le dispositif tel qu'il a été conçu en 2018? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais répondre très concrètement à cette question-là. Juste avant, je pense que c'est nécessaire de faire un petit flashback sur l'histoire qui est en train d'être racontée, que Max a situé dans la façon dont les choses se sont structurées sur la discussion paritaire, sur lequel, in fine, la CFDT, comme d'autres organisations, ont décidé de s'engager. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui bouge beaucoup les curseurs, pour le meilleur et pour le moins meilleur. Mais peu importe, on ne revient pas sur cet épisode-là. Et je pense que dans une démocratie normalement constituée, dans une articulation entre démocratie politique et démocratie sociale, vu comment les choses ont bougé dans cette loi-là, c'est pas complètement anormal de prendre un temps d'évaluation. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a paritairement, on est signé ou pas signé, peu importe, on a paritairement pris un temps pour évaluer la façon dont les choses ont bougé. Et après, ça a engagé une discussion paritaire pour dire, grosso modo, au bout de cette évaluation-là, qu'est-ce qu'on peut retenir dans les évolutions à venir. La CFDT a fait le choix assez rapidement de dire, vu le contexte politique, vu les interlocuteurs qu'on a, on ne refait pas le match, on ne va pas tout recasser, on ne va pas tout remettre à plat, il faut qu'on consolide les fondamentaux de la réforme et il faut qu'on tire le système, qui a beaucoup avancé en termes de quantité, vers la qualité, il faut qu'on le tire vers le haut. Donc on fait ce choix-là et c'est pour ça qu'on s'inscrit dans ces discussions-là. Et en fait, avec un autre élément qui est en toile de fond, c'est tout le monde a bien conscience qu'il y a un léger problème financier qui se pose quand même à l'ensemble du système de formation professionnelle. Donc avec en horizon le fait de dire personne ne peut croire que c'est en régulant uniquement le système qu'on arrivera à le financer à terme. On ne peut pas avancer sur une société de la compétence en disant on raisonne toujours à moyens constants. Donc on a ça. Et l'histoire qu'on essaye de construire en 2021-2022, c'est de dire on discute entre paritaires, on fait des propositions. Donc on a d'abord un accord national et ensuite on a des propositions communes et on va aller avec le ministère discuter sur la base de ces propositions pour essayer de faire bouger le système sur grosso modo le cadre que je viens d'expliquer, quoi. Ça c'est l'histoire telle qu'on l'a imaginée. Il y a deux soucis dans l'histoire qu'on a imaginée, c'est qu'il y a un épisode politique qui se passe à l'été dernier qui rebat les cartes de la façon dont on construit des lois dans notre pays. Et donc l'exercice de concertation pour construire un rendez-vous législatif, il se complique. Il y a un deuxième élément qui vient dans le paysage. Je pense qu'il faut qu'on... Je ne viens pas sur l'actualité, il n'y a pas de souci. Il faut quand même qu'on le mette dans le débat qui est le nôtre aujourd'hui, quoi. C'est la question du travailler plus longtemps vient à l'automne. Et la logique aurait voulu que normalement sur cette séquence-là, on pose d'abord la question de comment on travaille mieux dans notre pays avant de poser la question de comment on travaille plus longtemps. Or, tout le monde a bien compris qu'il y avait un gros sujet retraite qui arrivait et personne ne comprend plus beaucoup aujourd'hui comment la question emploi, formation, travail va se discuter, quoi. Et c'est ça l'horizon qui est le nôtre maintenant. C'est il y a la séquence réforme des retraites qui, voilà, je ne fais pas de commentaires, et il y aura normalement une séquence législative après qui devrait embarquer nos sujets formation professionnelle, dont on commence à percevoir qu'il y aura une séquence concertation qui va s'ouvrir. Après, quel va être le véhicule législatif et quelle va être la capacité au niveau social et au niveau des acteurs politiques d'embarquer un véhicule législatif sur des questions emploi dans le contexte social qu'on connaît aujourd'hui, mis à part le fait que tout le monde reconnaisse qu'il y a un énorme point d'interrogation, je pense qu'on ne peut pas être beaucoup plus concret. Je pense que c'est bien de le situer parce qu'on a construit notre épisode, pas dans le contexte dans lequel on va se retrouver à le discuter dans la période actuelle, quoi. Donc ça complique la donne.
Après, pour aller très concrètement sur votre question, il y a deux grandes idées que la CFDT pousse et qu'on retrouve dans le texte paritaire. Le premier, c'est que, on le sait tous, on a un énorme sujet transition professionnelle qui est devant nous. On le dit comme ça au niveau paritaire, la CFDT elle souhaite que ça soit embarqué comme ça, on a réussi à construire et à installer dans le paysage le Conseil en évolution professionnelle, qui est le premier élément fondamental pour accompagner les parcours professionnels, nous semble-t-il, pour décoder, pour affermir le projet individuel du salarié et pour décoder l'écosystème autour de lui. On a le Conseil en évolution professionnelle, il faut qu'on fasse ce bilan-là, il faut qu'on le fasse grandir, il faut qu'on le fasse grossir. Et après, on a tous les enjeux de transition professionnelle. On a réussi, au niveau des organisations syndicales, à sauver le véhicule des transitions professionnelles grâce au projet de transition professionnelle. C'est ça qui a permis de continuer l'histoire des transitions professionnelles. On a réussi à construire quelque chose de transco qui dépasse la maille individuelle, qui va vers la maille collective, avec une vraie difficulté en construisant transco et sur lequel il ne faut pas évacuer dans le bilan que ce machin-là, il faut en tirer les bons fils, mais il faut sans doute revisiter la façon dont on l'a construit pour le rendre plus opérationnel, plus efficace. Et donc, la CFDT, elle dit au ministère, et je pense, enfin on n'est pas méga inquiet, on est très inquiet sur certains sujets, vous l'avez bien compris dans la période. Sur celui-là, on n'est pas méga inquiet, c'est sur les transitions professionnelles, il faut renforcer les dispositifs, il faut leur donner plus de visibilité. Et si on est dans un cadre de renforcement et de meilleure visibilité, dans ce cas-là, on sera capable, la CFDT comme d'autres, de rentrer dans une mise à plat des enjeux de transition professionnelle. Premier enjeu est celui-là. Le deuxième, dans le boulot paritaire qu'on a fait, c'est de faire en sorte que sur le CPF, la question fondamentale du CPF qui est posée, c'est pas la question de savoir si on met un ticket modérateur, la CFDT est opposée, et c'est pas là-dessus qu'il faudra faire évoluer le CPF, nous semble-t-il, c'est comment on arrive à réinscrire le CPF dans un outil de meilleure professionnalisation des salariés, quoi. Et pour qu'on avance là-dessus, la proposition qui nous va plutôt bien dans le travail qu'on a effectué, c'est de faire en sorte que le CPF articule mieux l'intérêt du salarié dans sa carrière professionnelle et la façon dont il y a des enjeux de développement des compétences dans l'entreprise où il se situe, et qu'il y a des accords de développement des compétences qui fassent mieux causer les deux que ce que ça a causé depuis la mise en place de la loi. Les deux idées principales pour la CFDT sont autour de ces questions-là. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers M. Chevet. Même question. Maintenant que nous avons compris la dynamique, M. Chevet, peut-être vos propositions qui vous semblent importantes à souligner. Oui, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je partage quand même avec Yvan l'idée que la mère des réformes, c'est quand même la réforme des retraites, et je confirme qu'elle impacte toutes les discussions que nous avons en ce moment entre partenaires sociaux, que ce soit dans le champ de l'accident du travail, maladie professionnelle, que ce soit sur le champ demain des GPS et des groupes de protection sociale, etc. Donc, et évidemment, dans le champ de la formation professionnelle, on a aussi des effets de bord, il faut le mentionner. Ceci dit, ça ne nous empêche pas d'essayer de travailler pour l'avenir, c'est ce que nous faisons. Et ça ne simplifie pas, mais ça ne nous empêche pas d'y travailler. Sur le sujet qui nous intéresse, bon, à la CPME, on ne considère pas que la structuration de la loi de 2018 est définitive, dans le sens où, on l'a bien vu dans la discussion, dans l'évaluation qu'on a faite entre partenaires sociaux, on voit bien quand même qu'il reste quand même sur le plan national à obtenir ou à bénéficier d'un outil qui nous permette de réfléchir politiquement à l'évolution de la formation professionnelle. C'est une question aujourd'hui. France Compétences est certes un outil intéressant de gestion des différents dispositifs, mais la question de la vision prospective permanente, discussion permanente sur la vision prospective, il faut qu'on l'ait dans un outil probablement à créer. Et sur le plan territorial, il y a des fortes disparités entre les régions, entre les bassins sur le territoire. Et donc là aussi, et vous savez que tout le problème de notre pays, c'est souvent la question du croisement branche-territoire. On n'arrive pas en fait à avoir cette fluidité qu'il faudrait pour faire en sorte que les formations qui descendent sur le territoire correspondent effectivement d'abord à ce que les branches ont défini et qui correspondent aux salariés qui habitent sur le territoire. Donc on a ça encore. Et bon, dans notre région, en Centre-Val de Loire, ça fonctionne plutôt bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Les CREFOP sont inégalement efficaces et efficients sur le territoire. Donc il reste quand même, sur le plan structurel, notamment politiquement, un certain nombre de choses
à finaliser. Sur le plan maintenant des outils et des propositions qui sont faites, côté CPME, certains vont me trouver monomaniaque par rapport à hier, mais on va remettre un point essentiel au débat pour nous, qui consiste à dire qu'il faut absolument faciliter le départ en formation. Et dans les TPE-PME, pour faciliter le départ en formation, c'est d'abord grâce à la mutualisation qu'on peut le faire. Pour des histoires, effectivement, pour des questions de coûts, une fois qu'on a évacué le problème, qui est un problème majeur de l'absence du salarié, voire même de la chance du chef d'entreprise, parce qu'il faut aussi penser à la formation du chef d'entreprise face aux transformations auxquelles on est confronté aujourd'hui. Et donc, il est important de pouvoir, en fait, conserver un dispositif de mutualisation. Ça, c'est effectivement le cas pour les moins de 50, mais pas seulement. Nous prêchons, et c'est parmi les propositions, c'est repris, nous prêchons pour remettre une franche de mutualisation sur les 50-300, enfin 299 pour être précis, de façon à accompagner le chef d'entreprise et les salariés d'ailleurs dans un univers de la formation professionnelle dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne s'est pas simplifié ces dernières années, et l'exemple des transitions est bien là pour le montrer. On est tous d'accord pour dire que le système est maintenant hyper complexe sur les transitions professionnelles et qu'on a besoin, même s'il va avoir raison de dire que chaque outil a un intérêt et qu'il va falloir effectivement trouver dans l'atterrissage l'outil qui va nous permettre à la fois d'afficher une certaine lisibilité, mais aussi de résoudre tous les problèmes que les outils individuels résolvent. Et donc c'est ça en fait la difficulté qu'on a devant nous, c'est comment on fait pour simplifier le dispositif, alors, pour que les salariés et les chefs d'entreprise ne soient pas perdus devant une multitude de produits qu'on a aujourd'hui, et en plus avec un conseil qui est assez loin, puisqu'on n'a plus cette mutualisation, notamment dans les PME de moins de 300, pour accompagner l'ingénierie de formation qui est absolument nécessaire face aux transformations auxquelles sont confrontées les entreprises et leurs salariés. Donc ça, c'est un point, voilà 2 points majeurs pour nous. Merci. Avant de vous lancer la question sur la gouvernance, peut-être laisser la parole maintenant à Angéline Barthe. Justement, donc effectivement, il y a les propositions paritaires, il y a 17 propositions paritaires, donc je vous invite à les regarder. Donc on ne va pas rentrer dans le détail de chaque proposition. Vous, Madame Barthe, vous n'avez pas signé donc cette contribution paritaire, vous n'avez pas signé l'ACNI également, il y a quelques mois. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même des points de convergence avec ce qui a été dit et plus globalement sur les 17 propositions, est-ce qu'il y en a une que vous allez reprendre aussi à votre compte dans le cadre des concertations? Bonjour à toutes et à tous. Peut-être revenir, pas refaire l'histoire, mais juste repréciser que la CGT a signé le premier ANI formation professionnelle en 1970, qui est d'ailleurs, je pense qu'il faut le rappeler, un acquis de la lutte de mai 68, et qu'il a signé parce qu'on avait des nouveaux droits pour les salariés dans le cadre de l'éducation permanente qu'on continue à porter, mais également parce qu'il permettait aussi aux salariés de pouvoir se mêler de ce qui les regardait dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui le paritarisme. Et donc jusqu'en 2014, en fait, la CGT a signé les accords nationaux interprofessionnels et elle continue à participer aux négociations. Je tiens à préciser qu'on n'est pas isolé et on n'est pas les seuls à ne pas avoir signé ni l'ACNI ni la lettre paritaire, les 17 propositions, puisqu'il y a 3 organisations syndicales qui n'ont pas signé. Le dernier ANI que vous avez signé, c'est celui de 2003, me semble-t-il. 2009, vous l'avez signé également. Oui, c'est de 2014. À partir de 2014, en fait, et pourquoi je pense que sur la question des points de convergence ou pas, la première des choses, pourquoi on n'a pas signé l'ANI de 2014 parce qu'en fait, on n'était pas d'accord avec la baisse des contributions des entreprises. Alors, vous êtes les seuls concernant justement l'augmentation des recettes à proposer de refaire le match en quelque sorte de 2014 et de revenir au 1,6. Oui, alors effectivement, nous, en fait, on pense que le système aujourd'hui, en tout cas, ne nous convient pas pour un certain nombre de raisons. Il y a des problèmes de financement, il y a des problèmes de libéralisation également de la formation professionnelle et de l'apprentissage avec lesquels on n'est pas d'accord et sur lesquels je reviendrai. Mais effectivement, la baisse des contributions obligatoires des entreprises de 1,6 à 1%, c'est 3 milliards d'euros en moins, à minima, chaque année
dans le pot commun de la formation professionnelle. Il y a un déficit, on n'en parle pas, mais il y a un déficit abyssal au niveau de France Compétences, qui est particulièrement dû aux effets, notamment aux effets d'aubaine aussi sur l'apprentissage et des aides massives à l'apprentissage qui sont faites aujourd'hui et qui ont provoqué une grande attractivité de l'apprentissage auprès des entreprises, qui fait qu'effectivement il y a un déficit massif, mais qui a des répercussions ensuite sur les financements des autres dispositifs, notamment là, avec les questions des transitions professionnelles sur lesquelles nous on n'arrive pas à avoir des fonds supplémentaires. Et effectivement, donc, à la fois on demande une hausse des contributions des entreprises, mais on a aussi des propositions sur la gouvernance. Excusez-moi, ouais. Parmi les autres propositions, donc effectivement, il y a l'idée d'augmenter les recettes à travers l'augmentation de la contribution. Vous parlez également d'un sujet assez important, la question de la qualification, et vous l'appréhendez de façon un peu différente. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de certification professionnelle aujourd'hui. Vous parlez de qualification professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est la nuance, justement ? Tout à fait. Alors ça, c'est l'autre gros point politique sur lequel on n'est pas d'accord aussi, sur la manière dont va aujourd'hui la formation professionnelle, c'est sur la société des compétences. Nous, on pense qu'en fait, la question de la qualification, elle est essentielle, elle est vitale tant sur des questions d'émancipation des salariés, c'est-à-dire leur donner aussi des formations, une culture générale qui leur permettent à la fois de s'émanciper, à la fois d'évoluer. Et on pense que la compétence, la formation au poste de travail, en fait, elle sert à l'entreprise. On est dans le pur adéquationnisme emploi-formation, c'est-à-dire que nous, je pense qu'on n'est pas... On ne pense pas qu'il faille obligatoirement déconnecter totalement les questions d'emploi et les questions de formation, évidemment, mais dans le pur indéquationnisme et dans les purs besoins des entreprises, fait qu'on va devoir former les salariés peut-être à chaque fois qu'ils changent de poste de travail ou qu'ils changent d'entreprise. Effectivement, nous, alors à la fois on défend, vous le savez, le triptyque qualification, classification, salaire. Ce sont des repères importants qu'on continue à porter dans les entreprises et dans les branches. Mais on pense aussi qu'on a besoin de qualifs pour que les salariés puissent évoluer et avoir les clés en main aussi de ces évolutions tout au long de leur vie professionnelle. Donc le lien avec les rémunérations et les classifications, en fait, c'est ça l'idée. Absolument. Alors, parmi les propositions, il y a aussi une réponse, je dirais, à contre-courant par rapport à la réforme de 2018 concernant le marché de la formation professionnelle, puisque vous proposez un service public national de la formation professionnelle continue autour de l'AFPA, du CNAM, des réseaux des GRETA et des centres de rééducation professionnelle. Concrètement, comment ça pourrait prendre forme ? En fait, globalement, on pense qu'aujourd'hui, on a des enjeux majeurs sur les transitions environnementales. On a aussi des urgences sociales. Et en fait, on pense qu'il ne faut pas forcément regarder les questions de formation dans ce cadre-là, juste simplement au niveau de l'entreprise, mais qu'on a besoin de regarder à un niveau plus large. On a un besoin de planification au niveau des territoires pour réfléchir à la fois aux besoins des populations et aux besoins aussi de développement des territoires à long terme, pour regarder en face de quelles qualifications on a besoin donc sur ces territoires. Comment on transforme les métiers en partant du travail, comment on transforme les métiers en partant de l'expertise des salariés. Parce qu'en fait, on dit beaucoup que des métiers vont disparaître, mais nous, on pense qu'on a des qualifications aujourd'hui qui ont certainement besoin d'évoluer, mais on a besoin de partir du travail et d'expérience des salariés pour faire évoluer ces métiers. On parle aussi de... excusez-moi... La question de l'appareil formatif, justement, moi ma question c'est est-ce que vous envisagez un appareil formatif monopolistique, parce qu'effectivement construire, je dirais... oui, excusez-moi, c'était sur les services publics. Oui, tout à fait. Et donc on pense alors on n'est pas pour fonctionnariser, rassurez-vous, sur les organismes de formation qui sont là, mais en fait on a besoin de sortir du libéralisme et de la marchandisation, la formation professionnelle et l'apprentissage. Donc effectivement, pour nous, en fait, les points d'appui doivent être un service public de la formation professionnelle et de l'emploi qui doit s'appuyer sur donc effectivement les réseaux AFPA sur lesquels on pense que l'État doit remettre un projet ambitieux
et les réseaux Greta qui doivent effectivement articuler en fait à la fois cette réflexion et ces besoins en planification qu'on doit avoir sur les territoires pour pouvoir répondre à ces transitions environnementales et ces urgences sociales aussi auxquelles on fait face. Donc, des contributions, je dirais, qui sont assez inédites par rapport à ce qu'on a vécu depuis donc 2018. La question qu'on se pose, c'est comment vous envisagez les concertations. Donc, quand on regarde les propositions, elles ne sont pas dans, je dirais, le Big Bang, là, en l'occurrence. Donc là, c'est plutôt revenir à ce qui se passait peut-être avant 2014, puisque vous nous avez dit que vous n'êtes plus signataire depuis 2014, mais néanmoins, vous restez dans le jeu, si je puis dire, puisque vous êtes force de proposition. La question, c'est comment vous envisagez les concertations qui vont s'ouvrir avec le ministère du Travail. Écoutez, pour nous, les concertations, on y participe, hein, même si à la fin, on ne signe pas, on va toujours en négociation avec l'esprit, en tout cas, de pouvoir rendre un texte signable. Donc, on y va avec nos propositions. Alors, effectivement, on n'a pas forcément de points de convergence et je pense que c'est la question de l'unité syndicale. On le voit sur les questions de retraite, hein, elle est essentielle. Mais on n'est pas la seule organisation à défendre la question, par exemple, de la qualification. Donc on y va, nous, avec nos propositions sans souci. Et je pense qu'on peut, à la fois, l'autre question, c'est sur la question aujourd'hui à quoi servent les concertations. C'est est-ce que le ministère aura envie d'avoir de prendre en compte les propositions de l'ensemble des organisations syndicales ou pas, en fait. Parce que nous, voilà, pour nous aujourd'hui, mais y compris, c'est les difficultés qu'on a eues, parce qu'effectivement, on n'a pas signé l'ACNI d'octobre 2021, de mémoire. Donc on ne l'a pas signé, mais on a contribué très fortement à tous les groupes de travail. On a mis des dizaines de camarades à disposition pour contribuer à tous les groupes de travail qui ont été issus de l'ACNI. Après, effectivement, aucune des propositions de la CGT a été retenue, et ça, on a communiqué dessus publiquement. Mais en tout cas, ça ne nous empêche pas de continuer à porter haut nos propositions. Parce que malheureusement, en fait, dans beaucoup de nos analyses, l'histoire nous donne raison 20 ans, 30 ans après. Nous, ce qu'on dénonce aujourd'hui, c'est les risques de déqualification des métiers. Et donc, je pense qu'en fait, on va continuer effectivement à apporter. Et on n'est pas du tout sur des questions aujourd'hui d'ajustement de la loi. Madame Barthes, on va prendre votre question, votre dernière question. Vous avez dit, la question qu'on se pose, c'est comment le ministère du Travail va accueillir justement nos contributions. Et l'idée, c'est justement de revenir vers Linda de Bernardi. Et je laisse Jean-Philippe justement pour avoir les réactions justement de tout ce qui a été dit sur la contribution paritaire et également les contributions de la CGT à travers donc Madame Anne Barthes. Merci beaucoup Anne Barthes. L'heure a un peu tourné, donc peut-être Madame de Bernardi, si vous pouvez faire un commentaire sur ce que les partenaires sociaux réunis sur ce plateau ont exprimé pour clore cette première séquence. Allez-y. Alors, ce que je peux dire aux partenaires sociaux, à qui en fait on va donner rendez-vous très prochainement. Enfin, on prend bien en compte le contexte, on ne peut pas ne pas le prendre en compte, effectivement. Pour ce qui concerne le ministère chargé de l'enseignement et la formation professionnelle, on fait le vœu, en tout cas, que ce contexte, même si la relation emploi-formation se pense normalement, hein, de manière beaucoup plus étroite, qu'on parviendra à mener ensemble ces concertations dans des délais qui ne seront pas trop éloignés. Alors, en tout cas, c'est le vœu qu'on fait et la proposition qu'on fait. De notre côté, voilà, on souhaite engager des concertations, comme on l'a dit, dans les toutes prochaines semaines, mettre au menu tous ces sujets qui ont été évoqués aussi, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, alors les transitions pro, comme on l'a évoqué hier, les usages du compte personnel de formation aussi, l'orientation, y compris l'accompagnement d'ailleurs, hein, CEP différemment, la gouvernance, enfin, tout pourra être sur la table aussi, et je le dis aussi à la CGT. Je pense qu'il y a quand même dans les contributions de mémoire quelques points de convergence aussi, par exemple sur l'enjeu de la gouvernance et de l'espace stratégique. Donc c'est des choses sur lesquelles on est prêt évidemment à concerter.
on espère que les partenaires sociaux seront présents. Très bien. Écoutez, merci pour vos participations. Je vais vous proposer d'écouter peut-être enfin le jingle qui prépare les séquences, qui permettent le passage d'une séquence à une autre. Merci à vous et je demande aux intervenants de la seconde séquence de nous rejoindre sur la scène. J'ai le plaisir d'accueillir donc Stéphane Lardy, directeur général de France Compétences, Laurent Durin, directeur de la formation professionnelle et des compétences à la Caisse des dépôts et consignations, Jean-Patrick Gilles qui s'installe, vice-président Centre Val-de-Loire et membre de Région de France, Pierre Courbebesse, président des acteurs de la compétence. Alors, on va parler de régulation, financière. On va parler de levier de régulation. L'année 2023 s'annonce bien chargée. Donc, je vais me tourner vers Monsieur Lardy, Stéphane Lardy. Donc, merci de vous prêter à cet exercice. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet à travers un visuel, si c'est possible à la régie de nous mettre un visuel qui résume le budget prévisionnel 2023 de France Compétences. Donc ce budget prévisionnel est un budget, je dirais, pour France Compétences, mais c'est surtout des marchés pour les prestataires de formation. Il y a le marché CEP, il y a 100 millions d'euros prévus chaque année, le marché du CPF, le marché du projet de transition professionnelle, le marché du PDC pour les prestataires qui travaillent avec les entreprises de moins de 50 et le marché de l'alternance. L'idée, c'est de passer en revue tous ces marchés et nous dire un petit peu quelle est l'actualité 2023 concernant justement ces enveloppes. Je vais commencer par le marché du CEP. Ce marché est un marché de 4 ans. En 2024, en principe, on aura une nouvelle sélection des opérateurs de CEP. Et la question est très simple. Aujourd'hui, très clairement, de façon opérationnelle, comment vous envisagez ce nouveau cahier des charges pour retenir ces nouveaux opérateurs CEP à partir donc, de 2024, puisque l'année 2023, c'est l'année où le marché sera donc passé. Donc peut-être effectivement nous dire un petit peu est-ce qu'il y a déjà un premier diagnostic par rapport à ce qui s'est fait, je dirais, jusqu'à présent, et qu'est-ce que vous envisagez de changer par rapport justement à ce marché pour 2024 ? Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne vais pas répondre totalement à votre question puisque, comme on est dans les marchés publics, on ne peut pas, et ce marché n'est pas encore soumissionné. Donc, simplement, effectivement, il y a déjà eu des évaluations, une évaluation du pilotage de notre marché. C'est un marché de 4 ans, donc effectivement, comme vous l'avez dit, qui prend fin au 31 décembre 2023. Et la semaine prochaine, au conseil d'administration de France Compétences, le 2 février, nous allons lancer le nouvel appel d'offres pour la mise en œuvre du marché 2024-2028. C'est aussi un marché de 4 ans. Donc effectivement, il y a eu une évaluation du pilotage du marché par France Compétences qui a été fait par un cabinet extérieur qui a montré que plutôt satisfaisant sur la façon dont France Compétences a piloté ce marché avec les prestataires régionaux. Après, effectivement, le constat que nous faisons, c'est que le CEP, les gens qui ont pu bénéficier du CEP, on est à peu près en 2022 à un peu plus de 150 000. On était en 2020 quand on a laissé le marché et avec la situation du confinement qui a impacté aussi les prestataires régionaux, on était à 100 000, donc on est toujours en montée. Donc j'espère que l'année 2023, qui est la fin du marché, mais qui est toujours la fin du premier marché, nous continuerons à progresser en nombre d'actifs qui bénéficient du CEP. Donc bien sûr, nos enjeux, c'est
c'est toujours cette montée en charge et comme l'a évoqué Linda de Bernardi, c'est aussi un enjeu de notoriété. Je pense c'est un des, je n'en dirai pas plus, mais enfin c'est quand même un des enjeux du prochain marché, la capacité. Alors les prestataires que nous avons actuellement ont des obligations de partenariat, de notoriété territoriale, mais je pense que maintenant nous avons un enjeu également, et c'est ce que nous portons à France Compétences, d'une notoriété qui se décline au niveau national pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'actifs occupés qui puissent bénéficier de ce droit, c'est d'abord un droit, et de cette prestation qui est l'analyse qui a été faite par le cabinet extérieur nous montre que c'est un dispositif très multiforme, et je pense que c'est l'intérêt du CEP, c'est pas forcément un accès à un dispositif, mais ça peut être aussi une question du positionnement, on peut aller jusqu'à un projet mais pas forcément, c'est multiforme, ça peut être dans l'entreprise, pas dans l'entreprise, on peut aider un salarié à construire, à mobiliser ses droits sur le CPF, donc l'avantage de ce marché, et avec l'appui des prestataires avec qui nous travaillons, je dirais, quotidiennement, puisqu'il y a du pilotage du marché, mais qui se fait, je pense, dans de très bonnes conditions, c'est de bien montrer que ce marché, ce droit et cette prestation, c'est d'abord une souplesse pour l'actif, et on ne va pas forcément vers un dispositif, ça peut aller vers la création d'un dispositif, vers un projet professionnel autre, mais ce n'est pas forcément ça. Donc je crois l'avantage de ce marché, c'est allier déploiement, souplesse et notoriété. Donc je pense que c'est un de nos enjeux du futur marché de 2024. Alors le dispositif CEP est au cœur. Petit réglage aussi des micros. Pensez bien à parler dans le micro, à l'intérieur. Voilà, mettez bien le micro en face de votre bouche. Voilà. Merci. Le dispositif CEP est au cœur des transitions professionnelles. Justement, Stéphane l'a dit. Il va y avoir une question de timing. Il y a un véhicule législatif qui est attendu, donc courant l'année 2023. Le marché, lui, alors est-ce qu'il y a une date précise, quand est-ce qu'on aura, je dirais, les résultats? La question c'est, est-ce que ça ne va pas impacter justement ce qui sera dans ce marché-là au cours de l'année 2024? Est-ce que vous voyez un impact, je dirais, par rapport à ce véhicule législatif qui arrive et qui peut impacter justement le dispositif CEP? Alors le choix des prestataires, c'est octobre. Pour France Compétences, c'est à octobre, parce qu'il faut que les prestataires puissent s'installer sur leur territoire. Donc c'est vraiment au mois d'octobre que nous choisirons au conseil d'administration. Après, on a construit un marché qui est suffisamment souple. Comme je disais, c'est un marché qui est très multiforme et qui, en tout cas, on a intégré la possibilité d'évolution législative et réglementaire, tant d'un point de vue financier que sur la construction même de la prestation. Donc, je n'ai pas trop d'inquiétude, sauf effectivement si on nous dit que le CEP devient obligatoire, ça pourrait poser d'autres sujets en termes de capacité, de moyens et de capacités financières. Mais je pense qu'on a un marché qui, de toute façon, et on a intégré des évolutions législatives et réglementaires, et donc je ne suis pas inquiet sur notre capacité à répondre à des enjeux qui seraient intégrés soit dans la loi, soit dans des textes réglementaires. Concernant le marché du CPF, alors on reviendra longuement sur le marché du CPF. Je vous interpelle uniquement sur la question des certifications professionnelles, puisqu'effectivement il y a un lien très fort entre le CPF et les certifications professionnelles. Il y a une régulation qui se fait à travers France Compétences, puisque les deux répertoires nationaux sont gérés donc à votre niveau. La question qui se pose par rapport aux annonces qui ont été faites, c'est la question des certifications enregistrées de droit. Puisque on a cru comprendre que vous allez recevoir bientôt un mandat de la part de la Première ministre pour diagnostiquer les pratiques, notamment les pratiques des 11 commissions professionnelles consultatives. On aimerait savoir concrètement quelle est l'idée. Est-ce qu'on est dans une logique d'harmonisation par rapport à l'enregistrement classique, celui qui concerne les organismes de formation privée, les branches professionnelles, avec peut-être une convergence des critères,
donc, quelle est l'orientation, très clairement, par rapport effectivement à cette... je ne sais pas d'ailleurs si vous avez reçu la lettre de mission de la part de la Première ministre, pas encore. Voilà, donc, je ne réponds pas à votre question. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet? Effectivement, moi, j'attends quand même le courrier. Non, l'objectif, c'est d'abord... après, il ne s'agit pas de... On ne va pas auditer les CPC, c'est pas l'enjeu, il me semble, du courrier que nous allons recevoir. C'est qu'effectivement, on a des enregistrements sur demande et il y a des enregistrements de droit. Ce qui n'est pas en espèce choquant sur le principe de ministères, des gros ministères certificateurs. Après, je pense qu'il y a effectivement, en tout cas, c'est la façon dont on va essayer d'aborder cette mission, la question peut-être d'harmonisation des pratiques, des méthodologies sur la construction des référentiels. Donc c'est déjà un des premiers enjeux. Partager nos méthodes, ce que nous produisons en termes de méthodologie au sein de la commission de France Compétences, puisqu'on fait... la pratique fait qu'on a beaucoup de doctrines à France Compétences, on a beaucoup d'éléments de doctrine que nous devons partager et confronter avec les membres des CPC, avec effectivement dans une logique d'harmonisation des méthodes de travail sur les référentiels, sur les questions de blocs de compétences. Voilà, donc c'est d'abord cet enjeu-là. Après, j'allais dire, on va avancer au fur et à mesure de cette mission. Mais voilà, l'objectif, moi, on ne va pas auditer les CPC, voilà, c'est pas l'objet, mais voilà, c'est d'abord un travail sur harmonisation des méthodologies, des référentiels de compétences, d'activités, voilà, la façon dont on construit une certification. Je pense qu'on a vraiment des enjeux, effectivement, pour, je pense, se rapprocher des critères de la loi de 2018 sur l'éligibilité sur demande. D'accord. Dernier point concernant l'apprentissage, même si l'apprentissage fera l'objet d'une table ronde à partir de 16h, donc aujourd'hui. Hier, on a eu aussi une annonce concernant le report justement de la révision des niveaux de prise en charge qui était initialement prévu en avril. La ministre a parlé de juillet, donc je suppose qu'effectivement on est dans la logique qui a été annoncée, c'est-à-dire cette idée de baisse des niveaux de prise en charge. On a eu une première baisse en avril et on nous a annoncé, alors c'était pas en avril, c'était en septembre, et une autre baisse en avril. Concrètement, par rapport à ce sujet justement de la fixation des niveaux de prise en charge, aujourd'hui, où vous en êtes par rapport justement à cette idée de réguler tout simplement ces niveaux de prise en charge et éventuellement de revoir un certain nombre de niveaux de prise en charge à la baisse. En fait, nous, on s'appuie sur la question de la régulation. Effectivement, c'est un des outils qui est à la main de France Compétences. France Compétences n'a pas forcément tous les outils à sa main pour réguler le système, mais je ne sais pas, c'est pas forcément un enjeu d'ailleurs de France Compétences. Mais sur la question d'apprentissage, en tout cas sur les niveaux de prise en charge, je pense qu'il y a deux types. On a des comptabilités effectivement analytiques qui nous remontent, puisque les CFA, depuis l'année dernière, doivent nous remonter ce qui constitue leur comptabilité analytique sur l'apprentissage. Le report s'explique pour deux raisons. C'est-à-dire qu'effectivement, on a constaté des très gros écarts entre le coût observé au titre de la comptabilité et parfois les niveaux de prise en charge qui sont fixés par les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation. Donc il faut qu'on recherche un peu plus, qu'on aille un peu plus en granularité pour regarder éventuellement, au-delà de la comptabilité analytique, pourquoi il y a ce type d'écart entre ce que nous remonte une CPNE et ce que nous observons sur une certification de plusieurs CFA. Après, effectivement, ce qu'on a pu constater aussi, c'est qu'effectivement, il y a des marges qui sont des marges brutes. Voilà. Donc, on est toujours dans des moyennes, France Compétences. Il y a des marges brutes qui peuvent être importantes dans des certifications. Donc, il faut qu'on aille regarder également. Ça demande un travail complémentaire. Et dernier point, la commission recommandation, donc sous la présidence de Max Roche, a initié un travail de revisiter aussi notre doctrine de niveau de prise en charge. Voilà, les méthodes, il n'y a pas de méthode immuable, donc les méthodes peuvent se changer. La question de la pondération par les effectifs qui est portée par une certification, donc il y a plein de questions majeures qui nous est souvent soulevées par les CPNE et les branches professionnelles sur la notion de cœur de métier transverse, la question des convergences. Donc il y a ces deux travaux, ce travail de la commission qui est un travail qui a commencé et qui va se poursuivre. Et puis, comme vous l'avez évoqué,
le report au 1er juillet de la mise en œuvre de la deuxième baisse qui a été actée au CA du 30 juin et qui va nous permettre d'approfondir effectivement un certain nombre de problématiques que j'ai soulevées sur les très gros écarts et un certain nombre de marges qui sont faites sur des certifications, mais ça implique un peu de temps pour qu'on regarde. Après, la question de la marge, c'est aussi ce qu'on en fait. Bah, le but, c'est pas de dire on ne fait pas de marge, c'est comment elles sont, effectivement, les marges peuvent être réinvesties dans un CFA, notamment pour l'apprentissage. Voilà, c'est les deux sujets, plus la commission ENCO, que nous allons pouvoir retravailler durant les quelques mois qui viennent. Et c'est un sujet sur lequel on reviendra longuement au cours de la table ronde de cet après-midi. Le marché du CPF, compte personnel de formation, il n'y a pas eu d'annonce sur le reste à charge hier. Est-ce que ça veut dire que tous les leviers qui ont consisté à réguler l'offre de formation fonctionnent aujourd'hui? Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'un reste à charge pour l'utilisateur. Question directe, Laurent Durin. La question est effectivement directe. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais déjà essayer d'obtenir mon bloc de compétences, tenir son micro de la certification, bien réussir son université d'hiver de la formation professionnelle. Alors, avant de parler de la question du reste à charge, on peut peut-être regarder, je dirais, la manière dont la dépense s'est structurée. Je veux vous donner deux chiffres. Sous le contrôle du directeur général de France Compétences. Budget prévisionnel 2022 validé en conseil d'administration 2,7 milliards d'euros. Atterrissage 2022 2,450 milliards d'euros. Ça veut déjà dire que le CPF n'explose pas dans sa trajectoire budgétaire et que l'atterrissage est inférieur à la prévision qui en était faite pour 2022. S'agissant du budget prévisionnel, il était affiché tout à l'heure à l'écran. Pour être tout à fait précis, il doit être à 2,375 milliards. On a un petit peu arrondi. Voilà, vous avez à 50 millions d'euros près, on voit que je ne sais pas combien du HFP ça fait 50 millions d'euros, mais ça doit en faire pas mal. Donc on devrait normalement atteindre cette cible budgétaire, puisque, et ça a été évoqué hier, un certain nombre de mesures de régulation ont été prises, la loi contre la fraude, la mise en place de France Connect+, tous les travaux qu'on mène conjointement avec les services de l'État, je pense à la DGEFP, je pense à France Compétences, pour faire en sorte qu'on aille, et j'ai entendu la CFDT, vers plus de qualitatif et plus de rendement. Et donc, en tout cas, sur le plan budgétaire, on devrait être à l'étiage. Après, il appartiendra au gouvernement de gouverner et à l'opérateur qui est la Caisse des dépôts d'opérer. Mais justement, en tant qu'opérateur, ces leviers qui ont peut-être été mis en place, est-ce que vous considérez qu'ils sont suffisants aujourd'hui par rapport justement à cette trajectoire financière? Alors, ce qui nous semble important, mais on peut peut-être revenir sur quelques chiffres. Ce qui nous semble important, c'est de faire en sorte que quand l'usager achète une formation sur le compte personnel de formation, il l'achète en conscience. Et que sur le champ de la demande, il n'y ait pas de difficulté, puisque vous avez noté que la participation financière, moi je préfère utiliser participation financière plutôt que ticket modérateur, c'est un levier de la demande. Quand on observe les chiffres, on voit une inflexion très significative des volumes de dossiers qui commence à s'amorcer à partir de fin septembre et dont la pente s'accélère tout au long du mois d'octobre. Alors, quelle interprétation on peut en faire? Si on regarde le calendrier, le premier passage de la loi contre la fraude à l'Assemblée nationale est le 8 octobre. Et je pense que chacun d'entre vous, en tout cas je l'espère, depuis le 8 octobre, est significativement moins harcelé de démarchage, de publicité, etc. Et quand je parle de démarchage, je ne parle pas forcément de fraude, entendons-nous bien. La fraude dans le CPF, c'est comme le pâté d'alouette. Vous savez, le pâté d'alouette, la recette, c'est vous prenez une alouette, vous prenez un cheval, vous mélangez les deux, ça fait du pâté d'alouette. Le cheval dans le CPF, c'est en 2021 2,650 milliards d'euros de dépenses. L'alouette et la fraude, selon Tracfin, sur la même année 2021, c'est 44 millions d'euros. On remet les choses dans le bon angle.
Et donc, cette proposition de loi qui, le 8 octobre, obtient à l'unanimité des parlementaires un vote favorable, et je pense qu'on y reviendra, a eu un effet, Elina de Bernardi parlait d'effets culturels, et je pense que c'est important, il faut qu'on parle des effets culturels. Ce vote-là a eu un impact extrêmement significatif sur toutes les personnes qui mettaient en place des campagnes marketing agressives qui nuisent au dispositif, mais qui nuisent aussi aux opérateurs de la formation. Et ça pèse à peu près 25%. Et donc on voit bien que désormais, on n'a plus des usagers qui se laissent attraper par un discours commercial un peu rapide et qui font de l'achat d'impulsion. Et il appartiendra, une fois de plus, au gouvernement de regarder si le fait que les achats d'impulsion ont quasiment disparu. Puis je rappelle que la ministre a évoqué hier qu'effectivement le démarchage avait été complètement éradiqué. S'il faut aller plus loin et mettre en place la participation forfaitaire, nous le ferons. Il y a 2 décrets d'application qui sont attendus, celui sur le reste à charge, mais il y en a un autre sur la qualiopisation des sous-traitants. Qu'est-ce que ça vise exactement? Parce qu'on parle beaucoup de ce qu'on appelle le portage Calliope. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Puisque ce décret-là, c'est un décret qui va effectivement, là aussi, nécessiter de la concertation. Donc voilà, déjà peut-être rappeler en quoi consiste justement ce levier. Il vise à lutter contre quel type de pratique aujourd'hui? Oui, alors je vais revenir sur la loi contre la fraude. Elle est assez simple, c'est 5 articles. Je vais être rapide. Le premier article, c'est l'interdiction du démarchage agressif. Et ça vise à protéger le dispositif, mais à aussi protéger les opérateurs de formation qui font convenablement leur travail et qui sont dans cette salle avec nous pour éviter que des barbares viennent attaquer le compte personnel de formation, mais il ne faut pas qu'on s'y trompe, c'est toute la formation professionnelle derrière. Hein. Ça, c'est l'article 1. L'article 2, c'est les échanges de données entre les administrations. Alors, les échanges de données entre les administrations, c'est effectivement un objectif de lutte contre la fraude, mais ça a aussi un objectif de dites-le nous une fois. Et on va travailler d'arrache-pied avec l'ensemble des administrations pour soulager le travail des opérateurs de formation en mesure, tant que c'est possible, pour leur soulager les démarches administratives. Le troisième point, c'est le recouvrement. Alors ça peut paraître un détail, mais ça va nous permettre de recouvrer plus rapidement des fonds, les restituer dans l'enveloppe et donc faire bénéficier plus de personnes sur la formation. Le quatrième article de cette loi, c'est l'enregistrement des organismes de formation. Alors, qu'on ne s'y trompe pas, l'enregistrement des organismes de formation, c'est un levier de sécurisation de leur activité. C'est un levier de sécurisation de leur activité dans la plateforme. On a beaucoup échangé avec les acteurs de la compétence, avec l'ensemble de l'écosystème qui nous ont témoigné d'inquiétude ou d'une forme d'incertitude sur les campagnes de contrôle. Et donc, aujourd'hui, on a mis en place un dispositif d'accompagnement en amont qui va sécuriser l'activité de l'organisme de formation en aval. S'agissant de la question de la sous-traitance, qui est la question qui est posée, alors d'abord, le cabinet de la ministre organise des concertations avec l'ensemble des parties prenantes. Il est appuyé en ça par son administration centrale, qui est la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, que je salue. Nous, en tant que Caisse des dépôts, nous n'intervenons pas dans ce travail d'exercice réglementaire. Moi, ce que je peux en dire, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup d'intelligence dans les débats et qu'il y a effectivement un objectif à la fois de sécurisation des sous-traitants. Hein, on entend beaucoup ça hein, des opérateurs, c'est comment un sous-traitant peut être encore mieux sécurisé dans l'exercice de son activité. Ça concerne par exemple les indépendants, des choses comme ça. Et je trouve que même si le texte est difficile à rédiger, moi j'aimerais pas être à la place ni de l'État, ni de la GFP, ni du cabinet pour l'écrire, parce que d'un point de vue légistique, ça va être compliqué. En tout cas, je pense que l'intention, c'est d'arriver à atterrir sur un dispositif qui soit équilibré entre la nécessaire sécurité et la qualité de l'offre de formation, et donc éviter que la sous-traitance soit la méthode de contournement
des mesures de sécurité qu'on met en place, tout en préservant les modèles économiques des organismes de formation que je pense que nous commençons à bien connaître et je pense que chaque acteur y prête attention. Merci Laurent Durin. Donc justement, on va peut-être poursuivre les échanges, voir le point de vue de la région avec Jean-Patrick Gilles et également avec M. Corbebès concernant les acteurs de la compétence. Oui, on va enfin entendre la parole des régions. C'est important de se tourner vers elles. Elles ont en partie subi la réforme de 2018 et c'est intéressant de me tourner vers Jean-Patrick Gilles pour savoir un petit peu comment il voit ce bilan de la réforme de 2018 et puis peut-être sur ces questions de régulation financière, quelques commentaires. Monsieur Gilles, je vous donne la parole. Eh bien, merci. Comme vous l'avez dit, la réforme de 2018 pour les régions, mais je ne vais pas être long là-dessus, c'est un peu un traumatisme sur la perte de la compétence apprentissage. Symboliquement, parce que c'est la première fois que dans le processus de décentralisation, il y a une compétence qui est retirée. Après, tout le monde dit que c'est une réussite. Bah, oui, un peu à quel coût? Et puis je pense que c'est un peu une réussite de façade, parce qu'il y a une réussite en termes de volume, mais il faudra mesurer en termes pédagogiques peut-être dans quelques années. Alors je dis ça, je mets tout le monde à l'aise. Moi, je ne suis pas un anti-apprentissage et alternance. Je suis moi-même président d'un CFA et je remercie parce que maintenant on roule sur l'or. Hein, donc ça marche très bien. Donc de ce point de vue-là, je me plains pas. Par contre, moi je me pose une question pour mettre un peu les pieds dans le plat. Je veux dire, on a vu que sur l'apprentissage, c'est le quoi qu'il en coûte, hein, c'est open bar. Et puis alors tout d'un coup sur le CPF, ah ben non là ça va pas. Alors que les chiffres ne sont pas de même hauteur. Il manque peut-être 1 milliard sur le CPF. Il faut en discuter. Je pense que ce qui vient d'être dit sur la question de la lutte contre la fraude a été très bien. Maintenant, comment on fait la régulation? Ben, je pense qu'il faut qu'on ait une discussion là-dessus. Moi, je voulais dire un mot aussi. Ça a été peu évoqué même par les partenaires sociaux sur la question de la gouvernance de tout ce système. Donc, moi, je remercie Centre Info d'organiser ce genre de manifestation parce que, et ça a été dit par les partenaires sociaux qu'on a rencontrés, hein, c'est la première fois qu'il y avait une rencontre Région de France et partenaires sociaux, on a fait le constat qu'il manque un lieu stratégique de discussion, justement. Voilà, sinon on est un peu dans la bureaucratie et la boutique, quoi. Comment, bon, c'est des questions importantes. Ça a l'air nécessaire. Mais heureusement qu'on a des moments pour discuter de ça, et je pense qu'il manque une instance. Il y avait le CNEFOP, peut-être qu'il faut le rétablir. L'autre point, évidemment, pour les régions, c'est la gouvernance territoriale, qui est importante. Donc, ça a été dit par la CPME ce matin sur les CREFOP. On sait que c'est contrasté, mais on défend. Et dans les discussions sur France Travail, on revient sur ce sujet. Et puis, un enjeu qui est aussi au cœur de France Travail, j'ai l'impression, ce n'est pas le sujet de ce matin, mais qui est au niveau territorial. On pensait qu'il y avait une ouverture de l'État, de dire il faut prendre en compte la dimension infraterritoriale. Elle peut être aussi la bonne dimension pour répondre aux questions de pénurie de main-d'œuvre, etc. Maintenant, on bloque un peu, j'ai l'impression, sur oui, mais alors qui pilote tout cela? Alors après, les chantiers, je pense qu'il y a des chantiers très importants. On l'a évoqué hier, et puis c'est le thème de vos journées sur la transition écologique, numérique, etc. Mais il y a aussi le chantier, plutôt ce matin, des transitions professionnelles. Alors, on voit bien que tout ça, on n'est plus dans les mêmes volumes hein, quand on arrive sur les transitions professionnelles. Pourtant, il y a des enjeux majeurs. Alors, je crois que là, on peut s'appuyer sur des avancées de la loi de 2018 qui est d'avoir totalement modifié la notion de formation. C'est-à-dire qu'on est passé d'une notion de formation, de l'acte de formation, à l'idée que c'est un processus qui va, j'allais dire, de l'analyse des demandes et des besoins jusqu'à la certification. Et je crois que c'est ça la question sur laquelle il faut fortement travailler. Le parcours. Alors, on est à un parcours, mais ça va plus loin que ça. C'est la question de l'hybridation, c'est-à-dire des multimodalités de formation, et puis celle que pose la question des transitions,
c'est le problème, alors très français, des statuts. C'est-à-dire que vous êtes salarié, vous êtes demandeur d'emploi, etc. Et comment on gère ça? C'est ça qu'on ne sait pas très bien gérer. On voit, bon, la FEST, alors c'est compliqué, mais alors, la FEST, finalement, il faudrait quasiment une FEST où la personne, à un moment, ben, elle peut être demandeuse d'emploi, et puis après, elle est salariée, puis voilà. Comment on organise ça? Alors moi, j'ai tendance à penser, et je boucle mon propos, qu'il y a un outil quand même là-dessus, qui est le CPF. Justement, le CPF, parce que le CPF, il est attaché même pas aux salariés, mais aux citoyens, et il permet un continuum. Alors, d'où, évidemment, et je recommence, l'incompréhension sur cette histoire de reste à charge. Pourquoi? Parce que c'est contraire au principe. Le CPF, c'est justement déjà l'outil du reste à charge. C'est un salaire différé, quand même, je le rappelle. Donc, on demande aux gens sinon de payer deux fois. Ça ne couvre que le coût pédagogique. Oui. C'est vrai, mais ça permet justement peut-être d'assurer dans certains cas une forme de continuum. Donc je pense qu'on a un outil qui est enfin approprié. Voilà. D'ailleurs, les fraudeurs ont contribué à l'appropriation. Ils n'ont pas que des défauts. Ils ont paradoxalement contribué, parce que comme on recevait tous des SMS, on a fini par se dire, mais c'est quoi ce truc-là? Donc là, je pense qu'il faut, avec les partenaires sociaux, travailler fortement cet outil-là, et puis aussi le conseil en évolution professionnelle, parce que là, on peut organiser des continuums. Et puis pour les régions, il y a un dernier sujet autour de ça, qui est la compétence pas très bien définie, qu'il faudrait préciser sur les questions d'orientation, de découverte des métiers, mais ça rejoint aussi le conseil en évolution professionnelle. Là, je pense qu'il faut qu'on l'approfondisse. Donc, je le dis, on a besoin, je pense, d'un lieu national d'approfondissement de cela. Donc, je vois qu'il va y avoir des concertations, mais je pense qu'il faut le mener. Nous, on est favorable, bien évidemment, à un travail avec l'ensemble des partenaires, mais particulièrement les partenaires sociaux. Je pense que c'est extrêmement important. C'est ce qu'on essaie de développer justement dans les CREFOP, le fameux quadripartite. C'est pas toujours simple, mais moi je trouve que c'est porteur, c'est riche en idées. On a vu qu'il y a à la fois ils ont un travail ensemble et puis ils ont des nuances, mais je veux dire, là, on a quand même tout un miel, enfin on pourrait faire notre miel de tout cela et avancer, voilà. Et pas totalement s'enfermer dans les dispositifs, voilà. Et puis, il va falloir quand même trouver, on n'échappera pas, à mon avis, d'une manière ou d'une autre, à une réflexion sur le financement, mais là, ça me dépasse un peu. Là. Eh bien, justement, il a été beaucoup question d'argent et du développement de la dépense de formation, et l'offre de formation, on peut la saluer, a été à la réception de toutes ces demandes. Et Pierre Courbebès, comment voyez-vous s'annoncer ces processus de régulation qui pourraient aboutir à un ralentissement de ces moyens financiers pour l'activité de formation? Pierre? Bonjour à tous. La question d'aller directement dans le financement, moi je dirais que dans un premier temps, il y a la question de la régulation. Il faut quand même dire que finalement ce sont des réformes qui sont en grande partie, le problème financier, en grande partie dû à leur succès. Il ne faut quand même pas se tromper. Alors donc, le premier point en ce qui concerne la régulation. Pour nous, la régulation, elle doit se faire sur le professionnalisme, la qualité et l'évaluation. Ça m'apparaît important. Et c'est, jusqu'à présent, notamment troisième point, la question de l'évaluation de l'efficience n'est pas traitée suffisamment. C'est le maillon faible de nos politiques publiques en matière de compétences. Alors, on n'est pas ici, et il ne m'appartient pas de juger le lieu où ça doit se faire. En tous les cas, ça doit se faire en grande partie en indépendance des financeurs. On ne peut pas continuer à avoir en plus des systèmes d'évaluation ou de mesures éparpillés. Alors, je ne vais pas revenir sur les propos qui ont été tenus sur la question de l'apprentissage. Nous, par exemple, sur l'apprentissage, on sait très bien qu'il va y avoir une baisse des coûts contrats. Hein.
Le sujet, c'est est-ce qu'on introduit ou pas un bonus qualité ou un bonus de performance pour les CFA qui sont performants eux-mêmes. On ne veut pas une baisse paramétrique systématique des coûts contrats. Et on a vu que déjà au mois d'août dernier que c'était quand même difficile à, je dirais, évaluer. Sur la question du CPF, les choses sont en route, c'est clair aujourd'hui. De toute façon, je pense qu'on va arriver dans un premier temps à un certain plateau je dirais, d'utilisation pour rebondir ensuite. Je pense que tout le problème, c'est les cofinancements. La loi les prévoit, ils n'ont pas été mobilisés. Je ne veux pas revenir sur le détail des différents types de cofinancement qui pourraient éventuellement se présenter. Nous, on est extrêmement réservés sur la question des listes. Je vous le dis tout de suite parce que la liste, d'abord le CPF, c'est un droit individuel, d'une part. Alors, si déjà on commence à mettre des listes, je ne suis pas sûr que ce soit un vrai droit individuel. Quand je parle de liste, je parle de liste de qualification. Donc, on est extrêmement réservé et on pense qu'il faut quand même que ça soit beaucoup plus un abonnement avec différentes sources de financement qui peuvent aller très très loin puisque la loi nous le permet. Je me permets d'avoir une réserve, mais ça ne concerne pas directement le financement sur la partie de la loi qui porte sur la sous-traitance. Dans l'état actuel du texte, elle est inapplicable, cette partie-là. D'accord ? Si on l'applique, on coupe les ressources d'une grande partie des organismes de formation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les opérateurs ici présents qui font des plans de formation régulièrement, qui ont des constructions pédagogiques, on utilise des travailleurs non salariés. Mais ce n'est pas uniquement l'ubérisation, c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est les ressources pédagogiques elles-mêmes, l'expertise, où là on peut être très touché. Et bon, nous, on a fait un certain nombre de propositions et on va continuer à les affiner. Il y a quand même une forte zone de risque pour l'offre de formation elle-même. Alors ensuite, on a peu parlé de la formation des salariés, tout court, c'est-à-dire les 50, plus de 50 jusqu'à 300, il y a quasiment plus de dispositifs de formation. Pendant la loi Covid, enfin la période Covid, cette activité est descendue jusqu'à 60-70%. Elle a diminué fortement, malgré les soutiens de l'État d'ailleurs, dans le cadre du FNE. Aujourd'hui, c'est à peu près du moins 20%. C'est-à-dire qu'on est en recul sur la formation des salariés. Il faut qu'il y ait une mesure qui soit prise sur la formation des salariés. Bon, et en particulier dans ces entreprises de 50 à 300 salariés, voilà. C'est le problème du curseur qui est descendu en 2018 voilà. Au seuil de 50. Bon, très bien. Nous, on pensait que c'était crédit d'impôt qui était la meilleure des formules, c'est-à-dire de remettre au cœur de l'entreprise l'investissement en formation, que l'entreprise elle-même puisse maîtriser sa politique d'investissement avec une aide, un bonus fiscal. Hein. Il peut être d'ailleurs très ciblé, il n'est pas obligé d'être général, on peut très bien avoir un crédit d'impôt uniquement sur les investissements, par exemple en matière de transition écologique et en même temps un accompagnement de compétences, pour éviter évidemment des dérives qu'on connaît sur les crédits d'impôt eux-mêmes. Au passage, la moitié des pays en Europe ont un crédit d'impôt pour les formations pour les entreprises. Alors on va me dire, c'est pas la même histoire, etc., etc. D'accord, mais vu les besoins qu'on a en matière de compétences et la fragilisation qu'ont les salariés aujourd'hui, il y a quand même un risque. Et cette proposition figure parmi les contributions des organisations patronales et salariées. Mais je les remercie, et nous les remercions d'avoir
été sur cette question-là parce qu'elle est quand même primordiale. Le dernier point qu'on n'a pas traité, c'est la question de la formation des demandeurs d'emploi. Ce n'est pas parce que le nombre de demandeurs d'emploi diminue que les besoins de formation diminuent. Au contraire, on va être sur des demandeurs d'emploi en difficulté. Bon, je souligne au passage que quand même le CPF, pour les demandeurs d'emploi, il n'y a pas de reste à charge et j'espère que ça ne sera pas pour des catégories de demandeurs d'emploi, que ça sera pour toute catégorie de demandeurs d'emploi tout court. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une ségrégation dans cette approche du reste à charge pour les demandeurs d'emploi. Là, le sujet n'est pas traité. Et nous, on pense que le sujet doit être traité, ça doit être la deuxième partie de la réforme de l'assurance chômage entre les régions donc, et les partenaires sociaux pour avoir des mesures incitatives, notamment en matière de revenus de remplacement, pour les entrées en formation. Parce qu'on touche des publics dont il y a un problème d'appétence. D'un côté, on a des pénuries de main-d'œuvre, et d'un autre côté, on a des individus ou des personnes qui ne rentrent pas en formation pour X raisons, et notamment des raisons financières elles-mêmes. Alors je vais aller, pour conclure, au-delà de tous ces ajustements qui vont se dérouler dans les prochains mois. Si on veut réellement avoir une société de la compétence, que la compétence serve à améliorer la productivité, la croissance, l'émancipation sociale, la liberté professionnelle et tout. Le système que nous avons, qui est basé sur des cotisations uniquement sur les salaires, n'est pas suffisant. Il est même, je dirais, on ne peut pas, et je le dis au nom de mes collègues, on ne peut plus augmenter finalement la contribution sur la masse salariale. Ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'on trouve d'autres systèmes de financement supplémentaires. On le propose dans le cadre des demandeurs d'emploi, on le propose dans le cadre de la formation des salariés, parce que c'est vraiment les grands trous dans la raquette actuelle. Le reste, c'est de l'ajustement. Et donc, il y a toute une série de mesures fiscales au niveau des citoyens à avoir, à lancer et à programmer. Alors, il y a un autre aspect... Monsieur Corbès, s'il vous plaît, vous conclure maintenant. Voilà. Voilà, c'était le mot de la fin. Vous voulez des contributions, plus de financement. Très bien. Il y a quand même un autre aspect dans les besoins de compétences et de formation, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a une réflexion, par exemple, sur les transitions écologiques. On ne pense pas du tout à la question de la compétence. Vous voyez, je prends cet exemple-là, mais il y en aurait d'autres. Monsieur Corbès, je suis désolé, mais le temps va nous manquer, excusez-nous. Donc je vais vous remercier pour avoir participé à cette seconde séquence de la table ronde. Et je vais maintenant lancer le jingle pour que les deux derniers intervenants nous rejoignent à la tribune. Alors il a beaucoup été question de financement, justement on va parler d'un programme assez inédit, et ça sera la dernière séquence. On va parler de France 2030, donc nous invitons monsieur Olivier Vandard et madame Nathalie Bécoulet à nous rejoindre. Donc, je vais accueillir Olivier Vandard, directeur adjoint éducation, jeunesse et formation professionnelle au secrétariat général pour l'investissement. Nathalie Bécoulet, conseillère formation également au secrétariat général pour l'investissement. Ravi de vous accueillir. Installez-vous. Avant de vous donner la parole, quelques points de repère sur France 2030. On a osé la question qu'ESACO. En effet, il nous semblerait que ce programme d'investissement d'avenir ne soit pas forcément connu de tous les acteurs de la formation professionnelle. Donc, il nous a semblé intéressant de rappeler deux ou trois petites choses avant de vous donner la parole. Donc, il a été lancé quand même en 2021. Il poursuit donc des engagements d'investissement d'avenir plus connus sous le sigle PIA. Comme les premiers PIA créés en 2010, le programme d'investissement
France 2030 a pour objectif de stimuler l'emploi, de renforcer la productivité et d'accroître la compétitivité française en favorisant l'investissement et l'innovation dans des secteurs prioritaires générateurs de croissance. Donc un appel à manifestation a été lancé. Il s'agit d'adapter l'offre de formation initiale et continue aux besoins de compétences des filières stratégiques. 2 milliards d'euros seront alloués au développement des compétences sur les 34 millions d'euros mobilisés sur 5 ans. Et donc il nous a semblé important de vous donner la parole pour nous en dire un peu plus et lancer quelques messages au public qui vous écoute. Monsieur Vandard, je vous donne la parole. Un grand merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Si vous restez, c'est que vous avez beaucoup de courage parce que c'est l'heure de manger. Donc merci de rester jusqu'à la fin. On va se répartir le temps de parole en 2 temps. Finalement, pourquoi l'État a décidé de mettre 2 milliards sur la table pour pouvoir pousser, accélérer les questions de formation initiale, continue, sous toutes ses formes, et finalement, comment on peut finalement être une force de proposition. Alors, le pourquoi, je pense qu'il a déjà été partagé hier. On est sur une situation qui est caractéristique de 3 éléments majeurs. Premièrement, transition écologique, transition numérique, qui frappe l'ensemble de la chaîne du savoir, des compétences, de l'entreprise, mais également de la fonction publique. Finalement, tous les emplois, tous ceux qui vont rentrer en emploi sont en train de vivre cette transition. Et l'idée, c'est comment on peut, non pas remplacer les ministères qui travaillent déjà, œuvrent déjà, mais avec les ministères, cet appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers à venir doté de 2 milliards d'euros, qui entre parenthèses est le plus gros appel à manifestation d'intérêt qui a existé au sein de notre maison, et travailler avec 3 ministères, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, le ministère du Travail, et puis évidemment le ministère délégué à l'enseignement et à la formation professionnelle. Donc comment finalement, pourquoi à un moment donné, ces ministères ensemble se sont dit il faut pouvoir accélérer par rapport à des politiques publiques, des politiques de réindustrialisation. Demain, 3 gigafactories arrivent dans le nord de la France. Comment on y répond en termes de compétences? Demain, nous devons construire des EPR2 dans toute la France. Comment on y répond en termes de compétences? Et je pourrais évidemment démultiplier les exemples qui sont aujourd'hui en cours massif de financement et qui impactent les territoires. Donc cette question finalement de à la fois répondre à ces questions de transition écologique numérique pour l'ensemble à la fois des élèves, des étudiants et des salariés, à la fois pousser à accompagner les questions de réindustrialisation, c'est l'objectif de cet appel à manifestation d'intérêt. Et il y a une 3e dimension, l'idée c'est aussi pouvoir tester, pouvoir finalement tenter d'expérimenter, d'innover sur ces questions de formation. Je donne des exemples. On pense qu'il n'y a pas assez de diversité dans certaines écoles d'ingénieurs, que les bacs professionnels n'y vont pas assez. On pense que la VAE, qui est en train d'être travaillée, pourrait être un élément facilitateur de l'amélioration des parcours des salariés. Si des propositions sont faites pour pouvoir tester, expérimenter des éléments qui vont pouvoir donner à voir, éventuellement influencer les politiques publiques de demain, nous sommes preneurs. Autre élément, dans cet appel à manifestation d'intérêt, on est extrêmement attaché sur les questions d'attractivité, parce que c'est bien d'ouvrir des formations, on va dire, à tous les niveaux, mais si on ne les remplit pas, ça pose un problème. La question d'attractivité, c'est un élément qui est finalement, au regard des enjeux économiques, est énorme. Je ne sais pas si vous avez été amené à lire un rapport récent du Conseil d'analyse économique sur le lien entre les compétences scientifiques et le nombre de jeunes qui s'engagent sur les parcours scientifiques et le PIB. C'est quelque chose de flagrant. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'aujourd'hui, le nombre de les personnes qui s'engagent sur les disciplines scientifiques
sont à peu près les mêmes depuis 15 ans. Ce sont des jeunes issus des milieux défavorisés qui viennent essentiellement d'10 territoires et qui vont faire à peu près les mêmes écoles. Alors qu'il y a un gisement de talent dans les territoires ruraux, dans les quartiers pointés de la ville, et puis autre gisement, ce sont évidemment les jeunes filles et les femmes. Parce que dans les caractéristiques, c'est essentiellement des hommes qui font des carrières scientifiques, qui vont apporter aujourd'hui les innovations de demain. Donc, cette idée à un moment donné de pouvoir utiliser cette AMI comme un levier permettant d'interroger et de tester finalement des politiques publiques à l'échelle du territoire, en lien évidemment, mais ça Nathalie dira, avec l'ensemble de l'écosystème, c'est vraiment l'ADN de cet appel à mesure d'intérêt. Et c'est pour ça d'ailleurs que, j'insiste, si vous n'avez pas regardé cet appel à mesure d'intérêt qui est consultable partout, si vous ne vous êtes pas posé la question, mais nous, dans notre métier, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour nos territoires, pour permettre de pouvoir mieux répondre aux besoins en termes de compétences, eh bien, c'est une erreur. Donc, je vous invite à le faire. Il y a une opportunité, il y a une fenêtre de tir. L'AMI a dépensé ou consommé à peu près un tiers de sa subvention, environ 600 millions. Ça fait 1 an et demi qu'elle est lancée. On a validé 187 projets. On a encore des moyens. Donc, n'hésitez pas. C'est, je pense, un moyen de pouvoir permettre cette accélération souhaitée, à la fois qualitative et en capacitaire, pour répondre aux besoins criants. Ce matin, il y a un VTC qui nous a emmenés ici. Il disait qu'ils travaillent aussi dans une compagnie de bus. Ils ont 110 bus. Il leur manque 40 chauffeurs. Voilà. C'est un exemple, mais les exemples sont démultipliables. Aujourd'hui, la compétence, le talent, c'est une denrée rare. C'est une denrée rare pour nous en France, mais c'est une denrée rare en Europe, pour des problèmes de démographie, pour les mêmes problèmes que nous pouvons rencontrer. Et donc, il faut qu'on puisse renforcer cette question de talent pour pouvoir faire de notre économie ce qu'elle est, c'est-à-dire une économie puissante en Europe et j'espère dans le monde. Alors, en complément du pourquoi compétences et métiers d'avenir, je vais venir dans le cadre de France 2030 sur le comment. D'abord, un petit point sur les procédures. Jusqu'à présent, ça a été dit, nous étions dans des logiques de programme. Nous sommes désormais dans une logique de projet et le levier de la formation a été identifié, on entend parler tous les jours dans la maison, comme un levier essentiel. Donc, pour passer de cette logique de programme à cette logique de projet, il y a tout d'abord une proposition de simplification pour ne pas que les acteurs arrivent au bout de toute une logique de présentation d'un programme et qui finalement ne soit pas retenu. Donc, nous proposons bientôt, d'ici quelques semaines, 2 pages qui permettra en fait de présenter le projet sur lequel vous pourriez déposer dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt pour qu'ensuite vous ayez une réponse et un accompagnement, si vous le souhaitez, pour pouvoir faire grandir le projet. Donc une simplification des procédures qui jusque-là pouvaient paraître lourdes à l'ensemble des territoires. Second point, notre secrétaire général pour l'investissement d'avenir, Bruno Model, vient de finir le tour des régions métropolitaines avec ses équipes et entend du coup le retour des territoires. Un territoire qui a besoin d'être aussi informé, d'avoir de l'information qui circule. Donc là, un circuit avec l'ensemble des écosystèmes est en train de se mettre en place pour que lorsqu'il y a des fiches qui font des phares sur des sujets de l'AMI compétences et métiers d'avenir, ça puisse arriver directement dans les territoires pour pouvoir faire grandir le projet dans les meilleures conditions. Et enfin, nous sommes à disposition pour accompagner ces projets et venir, en tout cas, les questionner, puisque nous avons une vue nationale des projets qui sont déposés, et pour venir, du coup, discuter avec les porteurs de projets par le biais, on cale très facilement cela par le biais d'une visio où il y a un dialogue qui peut permettre une meilleure compréhension des projets, donc une procédure qui se veut simplifiée et accompagnante pour faire grandir les projets.
Ensuite, sur le projet en lui-même, dans les projets, en tout cas dans les recettes qui permettent au projet de devenir lauréat, nous avons des projets qui présentent un diagnostic solide d'une photographie en temps zéro de l'offre de formation, donc selon leur angle initial, continu, dont la formation tout au long de la vie, qui puisse nous permettre de dire effectivement là, on peut investir, on peut les accompagner parce qu'il y a un réel besoin lié à l'écosystème territorial qui est présenté. Un second sujet, c'est le consortium. Le consortium tel qu'il est constitué dans les réponses à ces projets de l'AMI compétences et métiers d'avenir, c'est qu'on n'y part pas seul. On ne nage pas dans sa ligne d'eau tout seul, c'est-à-dire qu'il y a les donneurs d'ordre, il y a les employeurs, il y a une représentativité des salariés, du monde académique, de l'éducation ou de l'enseignement supérieur, du travail. Donc en fait, c'est comment on se met ensemble pour sortir des clivages qui permettent du coup, non pas d'être dans une logique formation-emploi, mais dans des ajustements réguliers qui vont permettre d'ailleurs aussi de pouvoir penser en dehors de la boîte et des choses qui se faisaient plutôt traditionnellement, puisqu'on a aussi le sujet de l'innovation. Et enfin, on a un sujet d'impact quantitatif. Nous avons sur les stratégies nationales d'accélération des perspectives, des projections, différents diagnostics sont faits par les filières, par les collectivités, par le ministère. Nous commençons à avoir une vision de ces métiers d'avenir, des métiers actuels qui se transforment, des métiers en tension, qui est clarifiée, et c'est comment on y répond et quantitativement et qualitativement, parce que cette formation des talents, cette détection et formation des talents est un sujet majeur pour le pays, et on a envie aussi de garder les talents que l'on forme. S'il y a besoin d'autres éléments pour les réponses, comment répondre mieux à cet appel à manifestation d'intérêt, nous serons sur le stand de Centre Info aux alentours des 16h. Et puis, dernier point en conclusion, c'est une démarche sur laquelle, en tout cas France 2030, sur ce levier formation, s'engage. En fait, la démarche, c'est de dérisquer la démarche projet telle qu'elle est faite. C'est-à-dire qu'il y a des subventions jusqu'à hauteur de 70% en termes d'accompagnement de ces transformations. Le second sujet, c'est qu'on a besoin de sourcer encore et encore, et c'est pour ça que ce lien avec les territoires, les écosystèmes qui réalisent les organismes de formation est essentiel. Donc on a besoin de relais pour sourcer et faire monter encore plus de projets, que ce ne soit pas seulement des initiés, des réponses aux AMI qui puissent candidater et devenir lauréats. Et enfin, je terminerai par là. Nous avons des talents certes masculins, mais nous avons aussi à conjuguer les talents au féminin. Donc, ayez une attention particulière sur ces sujets-là, puisque nous avons l'industrie, le numérique, où là également, je le dis en conclusion, les talents peuvent également se conjuguer au féminin. Donc, voilà un petit peu à la fois sur le process et à la fois sur le fond de l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir. Et on espère du coup avoir encore plus de projets et être à votre disposition pour les accompagner. Merci beaucoup, Madame Bécoulé, merci Monsieur Vanda. Il y a aussi une proposition de rencontre sur le stand de la Caisse des dépôts et consignations, Banque et Territoire. Il sera prévu donc de 14h30 à 15h, c'est ça? Voilà, donc n'hésitez pas à rencontrer Monsieur Vanda, Madame Bécoulé. Il ne me reste plus qu'à remercier de votre intervention, remercier tous les intervenants, vous remercier pour votre écoute.